Et qui a donc rédigé notamment un ouvrage qui s'appelle Le Petit Guide à travailler de Philippe Cadic aux excellentes éditions ActuSF. La première question, Étienne, c'est ta rencontre avec avec Philippe Cadic, avec toi-même. Quand est-ce que tu as découvert cet auteur? C'est l'histoire classique d'un adolescent qui découvre par hasard un écrivain et qui tout d'un coup s'opère ce petit miracle entre le littéraire, le lecteur et l'auteur. Et c'est quelqu'un qui m'a accompagné après pendant toute ma vie et qui continue à m'obséder. Alors justement, qu'est-ce qui t'a intéressé assez chez Philippe Cadic pour monter un site sur Philippe Cadic, écrire des ouvrages sur cet auteur? Quelles sont pour toi les qualités qui t'ont véritablement touché? Il y a 3 raisons, on peut dire. D'une part, il y avait le travail qu'avait fait Gilles Boulet autour du Paradic, qui était l'idée de faire une somme qui un jour s'est arrêtée, qui n'a plus été mise à jour. On espère tous un jour qu'il y aura une mise à jour. Et que j'ai trouvé qu'il y avait un vide et que si personne ne le faisait, il fallait que quelqu'un le fasse. C'était un sale boulot, il fallait que quelqu'un le fasse. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai donc monté diquien.fr et comme de tout, ça vit sa vie tout doucement. Il y a des correspondances, des contacts qui s'établissent, des possibilités qui se montent et ça se fait au fil du temps. Mais quels sont ce qui t'a touché, toi, véritablement, chez Philippe Cadic? Quand je l'ai découvert, ce qui m'avait touché, c'était la représentation angoissée d'un monde perturbé. Et c'est ce qui m'explosait littéralement la tête. Ce n'est qu'en grandissant que j'ai été sensible à la voix, à l'humour, l'ironie, le plaisir du texte. Et après encore, où j'ai vraiment été sensible à la construction, au travail littéraire de construction de personnages. Le petit miracle de créer une créature de papier qui est sensible, vivante et qui fonctionne totalement. Quelles sont pour toi les grandes thématiques de Philippe Cadic? C'est une question, on pourrait en discuter pendant des jours et des jours. Mais si on devait résumer un petit peu les grandes lignes de force qui accompagnent toute l'œuvre. 3 thèmes principaux qui se rejoignent. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce qu'un être humain? Et comment est-ce que je peux survivre à tout ça? Et après, ça se décline en quantité de variations. C'est l'image type de la fourmi électrique, une de ses plus célèbres nouvelles, avec un individu qui un jour a un accident de voiture et qui découvre brutalement que désolé, on ne peut pas vous soigner, vous êtes un robot. Donc qui suis-je? Comment est-ce que je peux exister? Qu'est-ce que le réel? Parce que bien évidemment, le robot va s'amuser à manipuler ses propres circuits, ce qui fait que sa perception de la réalité va changer. Et on finit par se poser la question, est-ce que c'est simplement sa perception qui change ou est-ce que c'est la réalité elle-même? Ce sont presque des interrogations presque philosophiques, pas tout à fait de science-fiction, c'est ça qui caractérise l'œuvre également? Il y a un gros courant d'analyse autour de Philippe Cadic qui justement travaille le texte du côté de la philo, mais également du côté de la religion, notamment de la gnose, tout un travail herméneutique, d'analyse, de recherche et de réflexion. Philippe Cadic était un fin lettré, quelqu'un qui avait une grosse culture philosophique, métaphysique, et tout cela nourrit en permanence ces textes qui sont vraiment des dialogues qu'il opère avec ses grandes idées. Alors, simplement, donc, on va peut-être préciser les dates que tu nous donnes à peu près, ces dates de vie et de mort, entre guillemets, de naissance, et à partir de quel moment il commence à écrire et il décide qu'il fera écrivain? Philippe Cadic, 1928-1982, il est donc mort excessivement jeune. Pour résumer, c'est 40 romans, c'est une grosse centaine de nouvelles. Aujourd'hui, c'est 12 films adaptés de son œuvre, c'est 3 volumes publiés dans l'équivalent de la Pléiade aux États-Unis, 5 biographies,
6 volumes de sa correspondance aux États-Unis. Tout Philippe Cadic a été traduit quasiment dans le monde entier. Que ce soit les livres, les grands classiques de la science-fiction, mais également les manuscrits qu'il n'a pas réussi à placer de son vivant, voire l'édition l'année dernière en France, en début d'année en France, de son premier roman, Aux Nations sans pudeur, qui était donc une rareté que seules quelques personnes connaissaient. Je ne sais plus. Le début. Voilà, le début, Philippe Cadic décide à 20 ans qu'il sera écrivain. Ouais, on sait pourquoi. Et parce qu'il ne pouvait pas faire autre chose. Donc il décide à 20 ans, il commence à publier très rapidement des premières nouvelles, puis de plus en plus de nouvelles, il écrit énormément, parce que publier une nouvelle, c'est pas ce qui allait payer et mettre de la viande dans l'assiette. Et assez rapidement, il acquiert du métier, et il décide de passer à la forme longue, d'une façon assez pragmatique, parce que un roman vendu rapportait plus que 5 nouvelles placées. Donc commence pour lui, à partir du tournant des années 50, donc le début vraiment d'une carrière professionnelle qui ne va jamais arrêter jusqu'à sa mort. Et justement, quels sont ses premiers titres et quelle était un peu l'ambiance à l'époque? Il fallait qu'il écrive vite, qu'il publie beaucoup. Quelle était un peu aussi sa cote de popularité? Il pouvait publier tout ce qu'il écrivait? Les premiers titres publiés marchent très très fort. Il y a cette anecdote où dans une convention, il est pris en photo avec Van Vogt, avec comme légende l'ancien et le nouveau. Il avait été très fier. Mais bon, l'édition de l'époque, on était dans la filiation des Pulps. Donc c'était les collections Ace, principalement, qui publiaient 2 romans tête-bêche. Donc généralement, il y avait un livre avec un auteur un peu plus connu, et publié de l'autre côté, un autre roman. Et effectivement, il fallait produire. Et pour produire, Philippe Cadic a pris une mauvaise solution, c'était les amphétamines, qu'il s'est mis rapidement à avaler sous un rythme assez soutenu. C'était c'était distribué par des médecins à l'époque. Tu allais voir ton médecin, il te prescrivait des amphétamines. Et bon voilà, il pouvait comme ça écrire pendant 2-3 jours d'affilée et tenir un rythme de publication très soutenu. Ses premiers textes marchent très fort. De très bons, en termes de chiffres de vente, ça marche très très fort. Mais après, pour le reste de sa carrière, se pose le problème d'être publié simplement dans des collections de science-fiction qui ne sont pas forcément celles qui vont rapporter le plus à leur auteur. Donc c'est pour ça qu'il y a une parenthèse dans sa carrière où il va essayer d'écrire 7 romans de littérature générale, 7 romans qui vont tous être refusés. Et sa carrière et sa vie auraient été tout autres s'il en avait placé un seul. Ces romans ont tous été traduits en français, ils sont réédités actuellement chez J'ai lu, et donc constituent des curiosités, mais qui sont essentielles pour comprendre son œuvre, parce qu'après cet échec-là, il revient à la science-fiction avec son chef-d'œuvre, un de ses chefs-d'œuvre, Le Maître du Haut-Château, où il commence à opérer cette fusion entre les mécanismes de littérature générale et les mécanismes propres à la science-fiction. Cela fait de lui une voix déjà originale, parce qu'il n'est plus dans le territoire de la science-fiction, il n'est plus dans le territoire de la littérature générale, et il trace une voie totalement inédite. Qu'est-ce que nous apprennent les 7 romans justement de littérature générale sur Philippe Cadic et sur son œuvre? C'est des romans qui ont toutes les caractéristiques d'un roman de Philippe Cadic, sauf que tu enlèves l'étrange et le bizarre. Ce sont des chroniques de la vie californienne dans les années 50. Comme cela, c'est fascinant à lire. C'est très perturbant parce qu'on ne va pas retrouver forcément ce qu'on aime. Il n'y a pas le dérèglement du réel, il n'y a pas la folie furieuse. Mais on retrouve tous les types de personnages vraiment dickiens. Donc généralement, on a un personnage masculin qui est le héros, qui est un espèce de raté. On a des femmes castratrices, on a des supérieurs hiérarchiques odieux et des modèles paternels très forts. Donc voilà, des raretés qui ne sont pas de mauvais livres.
C'est ça qui est étonnant, parce que quand on peut dire c'est des trucs qui ont été ratés, qui ont été... ce sont de bons livres de littérature générale. Je pense pas qu'un éditeur serait altruiste au point de les sortir juste pour le plaisir d'eux. Et le fait que cela a été refusé, même si pour certains on a frôlé l'édition, enfin, tout était prêt, mais il ne collait pas exactement à ce qu'on attendait. Il est vrai que dans le traitement de ces thèmes, des fois l'évocation de la sexualité, il était assez cru, ce qui fait que peut-être que ça inquiétait un peu. Donc 7 ans de réflexion, entre guillemets, 7 romans tout du moins. Il revient à la science-fiction avec Le Maître du Haut-Château. D'abord, comment est-ce que ce roman a été écrit et dans quel contexte ? Le Maître du Haut-Château, c'est Philippe Cadic qui est marié avec sa troisième femme, Anne, qui pense qu'il n'écrira plus jamais, qui a arrêté d'écrire. Sa femme mène une petite entreprise de vente de bijoux artisanaux qui marche très très bien. Et Philippe Cadic va l'embêter à l'atelier, il bricole des trucs, il casse des choses, il s'ennuie. Et sa femme lui dit tu me casses les pieds, va écrire. Et lui, il commence à aller à son bureau et il fait semblant d'écrire. Il fait du bruit, pour qu'il lui laisse la... Voilà. En un mot, il est dans une belle période de dépression. Et à force de faire semblant d'écrire, il a commencé à sortir quelques pages et à s'intéresser au I Ching, le livre de divination, qui est basé sur un tirage aléatoire on peut voir ça avec des pièces de monnaie, et après on a une espèce de prophétie cryptique, qui alors ça le fascine. Et il décide d'écrire ce roman en faisant confiance totalement au Yi King et en lui laissant le choix de qu'est-ce qui va devenir de tous ces personnages. Le Maître du Haut-Château, c'est une uchronie où il imagine que se serait-il passé si, et là, que se serait-il passé si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Et il a deux idées brillantes dans son livre. D'une part, c'est pareil, il ne raconte pas la guerre. Donc nous sommes dans les États-Unis vaincus, qui ont été partagés entre l'Allemagne nazie et le Japon. Et nous sommes dans cette période étrange où la vie normale continue. Les méchants ont gagné. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas une révolte populaire. La vie continue. Et sauf que la société a été profondément modifiée par des idéologies assez abjectes. Et sa deuxième idée, c'est que dans son uchronie où il imagine que les Alliés ont gagné que les nazis ont gagné la guerre, un auteur que personne ne connaît a lui écrit un livre qui imagine que les Alliés ont gagné la guerre. Donc avec une uchronie, avec une uchronie à l'intérieur, tout un jeu de miroir. Ce livre, à sa sortie, remporte le prix Hugo, donc la plus haute distinction américaine en matière de science-fiction, et relance durablement sa carrière. Comment justement il a, tout le moins, il s'est approprié ce prix Hugo? Il a été étonné, flatté, lui qui écrivait des romans à la chaîne. Comment est-ce qu'il l'a accueilli? Il pensait qu'il allait gagner beaucoup plus d'argent. Mais le problème, c'est que voilà, son livre suivant, on ne lui propose pas un contrat fabuleux. Les ventes ne se déploient, voilà, ça ne répond pas à ses attentes. Mais d'un autre côté, Philippe Cadic n'a jamais été un auteur carriériste prêt à... une anecdote. Quand, au début des années 80, on décide de faire le film Blade Runner, le contrat de la production est lancé et on va adapter son livre « Est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques ?» Donc ils choisissent le titre Blade Runner, c'est déjà plus bon. Et on propose à Philippe Cadic d'écrire la novélisation du film. Son agent lui dit « Estimation, le film va forcément faire un carton. On peut estimer que ça va te rapporter en droit près de 400 000 $. Seul problème, on lui demande de retirer du marché son livre et que ne soit disponible que la novélisation. Et il refuse.
il refuse parce que pour lui, il n'était pas concevable de tuer son livre, même si, bon, être adapté à Hollywood, c'est le rêve de quel écrivain refuserait d'être adapté à Hollywood. Même si il faut quand même rappeler qu'en 1982, Blade Runner est un bide absolu et que cet été-là, tout le monde est parti voir E.T. On a parlé du Mathieu Duhaut-Château. Quelle va être sa carrière ensuite, après ce point pivot de sa carrière littéraire? Bon, c'est la période très compliquée de la vie de Philippe Cadic qui commence. C'est celle où il va progressivement s'enfoncer dans la drogue, se retirer dans une maison qui va être porte ouverte à toute la faune de San Francisco. Il raconte cela admirablement dans son livre Substance Mort, qui est totalement autobiographique, où il raconte le quotidien de ces petits drogués un peu minables, mais humains. Et c'était ses amis. Il s'enfonce dans la paranoïa, il y a tentative de suicide. Voilà, beaucoup de petites copines qui passent. Le travail de l'écriture est difficile. C'est les années où il travaille sur Couler mes larmes, dit le policier, qui est un de ses plus beaux romans, mais qui va mettre énormément de temps à terminer. Et nous arrivons très rapidement, c'est sur les 10 dernières années de sa vie, qui sont celles progressivement à la fois de la pleine possession de ses moyens créatifs, littéraires, la période de la reconnaissance internationale, où avec les ventes à l'étranger, ses revenus deviennent enfin confortables. Il peut acheter un petit appartement, il peut vivre confortablement. Il s'achète un abonnement d'1 an à Disneyland pour pouvoir y aller quand il veut avec ses enfants. Et c'est aussi la période où il rencontre Dieu et où il entend des voix dans la tête qui lui parlent et qui lui racontent des choses très belles. Et qu'il expliquera et qu'il racontera dans ses 3 derniers livres, regroupés dans la trilogie divine. Là, on a pas mal parlé de ses livres. Quel homme était-il? Qui était derrière l'écrivain? Question compliquée. Oui, on a énormément de témoignages sur sa vie. Ne serait-ce quand même, quel autre écrivain de science-fiction voit sa correspondance publiée? C'était à la fois quelqu'un de formidable. Il a été aimé beaucoup, 5 mariages. Il a eu énormément d'amis. Il était extrêmement fidèle. Pas forcément à ses femmes, mais aux gens qu'il aimait. Il a été une ordure. Il a écrit des lettres de dénonciation, notamment de Stanislas Lem, écrivain polonais qu'il avait dénoncé au FBI. C'était quelqu'un d'extraordinairement complexe, qui n'avait pas de fond, pas une seule facette, qui ne cherchait jamais, en tout cas il ne cherchait jamais à contraindre les gens. C'est l'image qui se dégage de l'affection que lui témoignent encore aujourd'hui les gens qui l'ont connu et qui ont passé un temps... du temps avec lui. Ce qui ressort des témoignages, c'est que c'était un orateur exceptionnel, qui pouvait parler pendant des heures et des nuits et des nuits. C'était un homme très doux, un sens de l'humour redoutable et un séducteur terrible, qui savait, il savait très rapidement cerner quelqu'un et dire quoi et comment pour plaire. Ce qui fait que quand on voit ses interviews, souvent la personne à qui il parle, s'il parle à un Français, il va lui parler très longuement de littérature du 19e siècle, il va parler très longuement de Balzac, très longuement de Proust, mais s'il va parler à un Américain, il va lui parler d'autre chose. Donc, un charmeur. Simplement, 2-3 romans, qu'est-ce que tu conseillerais pour des gens qui souhaiteraient aborder l'œuvre de Philippe Cadic? On présuit le programme des rééditions chez J'ai lu. Là, le Maître du Haut-Château, parce qu'il sort dans une nouvelle traduction considérable. Blade Runner, qui est réédité dans une nouvelle traduction considérable, sachant que le film adapte tout au mieux qu'un chapitre du livre. Il y a toutes les intrigues secondaires, toute la complexité du roman passe à la trappe dans le scénario, réapparaît dans certains thèmes
mais c'est une adaptation, une très belle trahison. Donc Blade Runner, le maître du haut château, je pense à Couler mes larmes du policier, qui est un de mes romans préférés. Bien évidemment Ubik, qui est le chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Tout en pensant qu'il y a quand même l'intégrale des nouvelles qui a été publiée chez De Noël en 2 volumes, qui sont quand même de très belles entrées, parce que c'est un nouvelliste hors pair. Une dernière question, parce que c'est vrai que c'est un auteur qui reste encore très présent en termes d'actualité. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'il est encore très actuel, qui fascine encore autant les lecteurs et les gens? On peut toujours le lire, parce que c'est une science-fiction qui a vieilli. Hein, ces robots ont des rouages et des rubans magnétiques et des cartes perforées. Hein. Mais comme le premier intérêt de ces livres ne touche pas sur la science-fiction, la part de prospective, voilà, c'est pas grave si c'est devenu daté. Mais les idées, notamment le problème du rapport au réel, au virtuel, le rapport à la machine, sont des thèmes qui sont devenus extrêmement forts et importants dans notre société du XXIe siècle. Donc lui, il avait eu cette préscience philosophique, presque, de ce que notre société allait être. Alors que lui, c'était un produit de la guerre froide, hein, de l'époque de Nixon et tout ça. Il meurt quand Reagan était libre. Il a eu cette idée qu'on pouvait arriver sur des territoires aliénés où justement le problème de qui suis-je va se poser d'une façon de plus en plus sensible. Et ça, on voit bien qu'actuellement, nous sommes dans des territoires où ces inquiétudes-là sont présentes. Et là où c'est fascinant, c'est qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, lui, il était déjà le premier en train de tracer le sillon que bien d'autres ont suivi par la suite. Merci à toi Étienne, merci à vous d'avoir écouté, puis tout de suite en dédicace sur le petit guide à travailler de la science-fiction. Merci.